Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir toutes et tous pour ce talk qui s'intitule « C'est la faute des réseaux sociaux », dans lequel on va creuser cette affirmation justement et essayer de décortiquer l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et on va essayer surtout de dézoomer un petit peu, de prendre un petit peu de hauteur et d'examiner ces processus de socialisation hybride pour voir en fait comment est-ce qu'on socialise à la fois à travers le numérique et le non numérique afin de mieux comprendre ce qui se joue au niveau de nos liens sociaux finalement au XXIe siècle. Ce talk il est organisé en partenariat avec la Fondation pour l'animation socio-éducative, mieux connue sous le nom de la FASE. Et donc je vais passer la parole à Noémie Steininger, qui est déléguée aux situations complexes de la FASE. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes heureux de soutenir cette rencontre, cette conférence ce soir avec les invités, avec Minds, avec qui nous participons régulièrement à différentes actions. Et évidemment, donc la Fondation pour l'animation socioculturelle, c'est une fondation qui a une centaine d'équipes réparties dans les maisons de quartier, les centres de loisirs, les centres de rencontres. Ça représente à peu près 1600 personnes qui travaillent donc sur l'ensemble du canton, qui rencontrent des jeunes, des enfants. Et donc, évidemment que les écrans est au cœur du quotidien des jeunes, des enfants. Et évidemment que pour l'animation pour les équipes d'animateurs socioculturels, ce sont autant d'opportunités avec les jeunes de discuter, de participer, de socialiser, numérique ou physique, de s'exprimer et surtout de développer l'esprit critique, prendre conscience, faire des choix et prendre des responsabilités. Donc c'est autant d'opportunités pour parler des écrans avec les jeunes dans des espaces qui ne sont pas structurés. C'est pas comme à l'école, c'est dans un moment, dans un espace où les jeunes se relâchent, des jeunes qui se retrouvent entre eux, des jeunes qui apprécient discuter avec les animateurs, des fois des jeunes qui se rendent même pas compte que les animateurs sont là. Donc on a des interstices, des petits espaces d'échange entre les jeunes qui sont précieux, dans lesquels on peut discuter sans diaboliser, sans idéaliser, mais écouter, accompagner la pensée, donner quelques éléments pour pouvoir élaborer, apprendre, s'informer sur soi, mais s'informer aussi dans le rapport aux autres, dans la considération interculturelle, hommes-femmes, dans les sujets qui dépassent le quotidien des jeunes. Et autant chez les enfants, la préoccupation, vous le savez, des écrans est importante, chez les adolescents, et puis aussi au travers de toutes les actions que l'on mène dans les quartiers, avec des populations et avec des interactions intergénérationnelles. Voilà, alors merci beaucoup pour cette organisation, merci pour ces invités, et je vous donne la parole. Voilà, merci beaucoup Noémie. Donc voilà, la FASE est notre partenaire pour cet événement, mais l'événement est aussi porté par l'association Minds. Donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, je pense qu'il y a quand même quelques personnes peut-être qui nous découvrent ce soir. Donc Minds, c'est une association genevoise qui œuvre pour que tout le monde ait les moyens d'être ou de rester en bonne santé mentale, d'accéder à la meilleure santé mentale possible dans un environnement qui lui en donne les moyens, dans une société qui le permet. Donc on lutte pour que la santé mentale ne soit plus un sujet tabou ou un sujet culpabilisant, et on promeut une vision positive de la santé mentale. L'idée, c'est vraiment la santé mentale, c'est une ressource qui nous permet de mener une vie épanouissante. Donc on met à disposition des ressources gratuitement pour que tout le monde puisse avoir les moyens de prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Et on a récemment sorti une application qui s'appelle Minds Up et qui donne des clés pour renforcer sa santé mentale au quotidien, pas à pas, et qui est totalement gratuite. Donc je vous encourage à la télécharger. Vous pouvez prendre des flyers également qui sont disponibles sur la table avec tout notre matériel de sensibilisation. Dans le cadre de nos activités, on organise aussi des talks, comme donc, l'événement de ce soir. Donc, c'est des événements pour créer la rencontre et pour ouvrir le dialogue autour de la santé mentale sans tabou. Donc, on fait venir des intervenants et chez Minds, on valorise différents types d'expertise. Donc, on va avoir des intervenants plutôt académiques, mais aussi plutôt terrain, ou alors qui apportent une expertise expérientielle. Et à travers le mélange et le partage de ces différents savoirs, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut contribuer à une meilleure santé mentale pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une société dans laquelle la santé mentale elle est reconnue et elle est favorisée.
Donc aujourd'hui, on est là pour un de ces talks et on est là pour parler de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et comme à notre habitude, on va tenter de tordre le cou à certaines idées reçues qui existent encore autour du sujet. On va essayer de déculpabiliser un peu les usages et de comprendre un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre et puis aussi explorer des pistes de solutions individuelles et collectives. Alors le spoiler, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de marche à suivre, vous n'allez pas ressortir d'ici avec un mode d'emploi que vous allez pouvoir appliquer partout et auprès de tout le monde. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc on va essayer de traiter ce sujet qui est complexe avec nuance. Donc ce talk, il fait partie d'un dossier qui s'intitule « C'est un truc de jeunes » et ce dossier, c'est une campagne qui cherche à ouvrir le dialogue sur la santé mentale des jeunes avec les jeunes. Donc c'est une campagne participative qu'on a construite avec les jeunes et dans laquelle voilà, on souhaite aussi apporter de la nuance et du contexte et donner de la place surtout au vécu des personnes concernées, donc les jeunes eux-mêmes. C'est un dossier qui s'adresse à tout le monde parce qu'en fait, pour comprendre la santé mentale des jeunes, c'est toute la société dans son ensemble qu'il faut comprendre. Et donc, c'est vraiment un dossier qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes également parce qu'en fait, la santé mentale des jeunes, elle ne fait que mettre en évidence des enjeux sociétaux qui affectent en fait la population dans son ensemble. Donc vous pourrez retrouver ce dossier sur notre site internet, donc minds-ge.ch, et sur nos différents canaux de diffusion au cours des mois à venir. Ça va être diffusé petit à petit. Donc voilà, stay tuned. Mais passons à l'événement de ce soir. Donc comment ça va se passer ce soir? Je vais commencer par faire une brève introduction à la thématique et puis on aura un échange avec nos trois intervenants que nous avons la chance d'avoir ce soir et que je vais tout de suite vous présenter. Donc nous avons Lauriane Hochet, étudiante de master à l'Université de Genève et co-conceptrice de la campagne Scroller What Else sur la santé numérique. Nous avons Mariana Colella, doctorante à l'Université de Genève et experte des processus de socialisation juvénile en ligne et hors ligne. Et finalement, Niels Weber, psychologue psychothérapeute FSP, spécialisé en hyperconnectivité. Merci infiniment à tous les trois d'être là. On se réjouit vraiment de vous écouter. Et déjà, pendant cette introduction et pendant cet échange avec les intervenants, nous allons vous solliciter, vous, le public, pour participer aussi au débat à l'aide de ce Mentimeter qui s'affiche déjà sur vos écrans. Donc vous pouvez déjà rejoindre le Mentimeter en scannant le QR code ou en vous rendant sur menti.com et en entrant le code qui s'affiche à l'écran. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir participer, voter. Et on verra vos réponses s'afficher et ça pourra nourrir aussi les réactions de nos intervenants et nourrir le débat. Et puis, finalement, on ouvrira les questions au public. Et donc, toutes vos réactions, vos questions, vos témoignages, tous seront vraiment les bienvenus pour nourrir cet échange. Alors, on va commencer par la première question. Et avant de plonger vraiment dans le vif du sujet, je voudrais qu'on commence par ce petit exercice ensemble, si tout le monde veut bien répondre à cette question. Selon vous, pourquoi est-ce que le smartphone est important pour les jeunes ? Donc on va voir si vous pouvez répondre avec des mots courts ou des expressions courtes, de sorte à ce qu'on puisse avoir, voilà, c'est parfait, un joli nuage de mots qui s'affiche. Donc pourquoi est-ce que le smartphone est important pour les jeunes? Pour le lien, pour l'appartenance sociale, faire du lien, être en lien, beaucoup de choses en lien avec le lien. Appartenance sociale, inclusion, connexion avec les amis. Aussi pour les jeux, pour socialiser, la connexion, beaucoup de liens. Divertissement aussi, quand même, des choses un peu différentes. Toute leur vie est dedans. Relations sociales. Autonomie également. Ouais. Pour oublier, c'est un refuge. C'est de la représentation, par habitude aussi. On peut aller sur les réseaux par habitude. Pour trouver des informations, l'éducation, l'évasion, pour appeler la maman. Ok. Excellent. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et maintenant, je vais vous poser la même question. On peut passer à la deuxième question. Et je vais vous poser la même question, mais cette fois-ci pour les adultes. Pourquoi pensez-vous que le smartphone est important pour les adultes ? Les mêmes raisons, merci. Quelqu'un qui a compris l'exercice. Travail, information, communiquer,
être en lien aussi, pour que maman travaille, bah oui, si on contacte maman à travers les réseaux sociaux, bah, c'est parce qu'il faut que maman travaille, pour maintenir, rester en actualité, pour noter ses courses, pour gagner du temps, c'est un outil pour savoir l'heure, pour les médias, pour s'évader aussi, pour le travail, connexion. Ouais, donc la notion de lien et de communication et de connexion qui revient aussi, qui est similaire aux raisons pour les jeunes. Mais on a quand même d'autres raisons. Hein. On a l'impression que c'est quand même un petit peu plus diversifié dans les réponses ici. Alors, est-ce que c'est lié à l'échantillon ici présent? On laissera peut-être aussi nos intervenants rebondir là-dessus plus tard. Mais donc c'est assez intéressant de voir à la fois les similitudes, mais également les différences dans les usages des smartphones pour tout le monde. Mais bon, en tout cas, je pense que ce que ça dit, ce qu'on peut constater ici, c'est que le smartphone, c'est pas juste un objet de jeunes. C'est clairement un objet que tout le monde utilise pour plein de raisons différentes. C'est vraiment un objet du quotidien pour toutes les tranches d'âge, pour des raisons qui se ressemblent ou pas, mais en tout cas, rester en lien, s'informer, se divertir, travailler également. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des écrans comme si c'était un problème de jeunes, alors que en fait, tout le monde utilise les écrans? C'est une des questions qu'on va essayer de creuser ce soir. Déjà, je voulais vous donner quelques éléments de contexte. Le premier constat, c'est qu'effectivement, la santé mentale des jeunes, elle se détériore partout dans le monde depuis environ 20 ans. Ce n'est pas un phénomène suisse, c'est un phénomène vraiment qu'on observe partout dans le monde. On voit cette dégradation depuis une vingtaine d'années. Quelques chiffres genevois, puisqu'on est à Genève. En ce qui concerne la fatigue et l'épuisement, c'est 49,6%, donc presque un jeune sur deux des 15 à 34 ans qui disent se sentir souvent épuisé ou fatigué. Donc un jeune sur deux qui est souvent épuisé, c'est pas rien du tout. Entre 2012 et 2022, donc en 10 ans, la proportion des jeunes qui présentent des symptômes dépressifs modérés à sévères est passée de 11,6% à 20,6%. Donc elle a presque doublé en 10 ans. Donc voilà, quelques chiffres quand même pour indiquer effectivement la dégradation qu'on observe dans les données épidémiologiques par rapport à la santé mentale des jeunes. Alors bien sûr, on s'interroge sur ce déclin et on cherche à comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les raisons pour ce déclin. Et dans cette recherche de cause, les écrans et les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt comme responsables de la dégradation de cette santé mentale chez les jeunes. Mais alors qu'est-ce que dit vraiment la recherche sur le sujet et que disent les experts ? Alors déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on manque de recul sur les effets à long terme des écrans et des réseaux sociaux. Donc de toutes les réponses qu'on va pouvoir apporter, elles vont être incomplètes et imparfaites. Mais on va quand même essayer de parler de ce qu'on sait, du petit peu qu'on sait sur les effets du numérique sur la santé mentale. Et là, on peut passer à la question suivante du Mentimeter. Et pendant que vous répondez, si vous le voulez bien, quelles émotions ressentez-vous quand vous pensez aux réseaux sociaux ? Allez, on va voir un peu ce que dit la recherche en santé publique sur les effets négatifs d'Internet sur la santé mentale, parce qu'il y a effectivement des effets négatifs. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle usage problématique d'Internet? Ça concerne les situations dans lesquelles le fait de passer du temps sur Internet va venir entraver d'autres domaines de la vie, comme par exemple le sommeil, les relations sociales qui comptent pour nous, les études ou le travail, etc. Donc, selon cette caractérisation d'usage problématique, on observe qu'à Genève, c'est 34% des jeunes qui sont concernés par un usage problématique d'Internet. Donc, ce n'est pas rien, mais c'est loin d'être la majorité des jeunes. Ce qui est important de comprendre, c'est qui sont ces jeunes, en fait, qui ont cet usage problématique, qui sont concernés par l'usage problématique d'Internet. Et à ce sujet, ce que les recherches montrent, c'est que le risque il est plus élevé chez les jeunes qui présentent déjà des vulnérabilités. Donc, c'est notamment les jeunes filles ou les jeunes femmes qui ont des niveaux socio-économiques modestes. On sait que c'est déjà un facteur de risque pour la santé mentale et du coup, c'est aussi un facteur de risque pour l'utilisation problématique d'Internet. Donc, ça veut dire que l'usage problématique d'Internet, c'est probablement pas la cause première de la souffrance, mais c'est peut-être aussi une conséquence de cette souffrance. Donc, c'est plutôt un indicateur qu'une cause de la souffrance de ces jeunes. Et en plus de ça, c'est potentiellement un facteur aggravant de cette souffrance puisque ces usages peuvent entraver d'autres domaines de la vie qui pourraient faire du bien à ces jeunes.
Donc c'est chez des jeunes qui ont déjà des problèmes de santé mentale, évidemment le fait d'être exposé à des contenus problématiques, par exemple des contenus qui vont normaliser des comportements d'automutilation, ça peut représenter évidemment un risque important pour leur santé mentale. Donc, ce qui nous semble important, c'est de s'intéresser en fait aux causes racines vraiment qui sont à l'origine de l'utilisation problématique d'Internet, plutôt que de simplement pointer du doigt les réseaux sociaux comme cause unique. Surtout qu'un autre consensus qui se dégage des experts, c'est que le temps passé sur les écrans tout seul ne suffit pas à comprendre les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est évidemment pas pareil de scroller passivement en se comparant aux autres, ou pire évidemment de subir du cyberharcèlement, des choses comme ça, ou alors si on passe du temps à maintenir des liens d'amitié, à créer des communautés, à créer du contenu sur des choses qui nous tiennent à cœur, etc. Donc ça paraît vraiment important de bien comprendre que les réseaux sociaux, ils peuvent aussi avoir un rôle protecteur pour la santé mentale suivant ce qu'on y fait. Donc c'est vraiment l'usage, le temps qu'on y passe qui va définir si le réseau social va faire du bien ou pas. Voilà pour la petite introduction sur les effets potentiellement positifs ou négatifs des réseaux sociaux. Mais du coup, je voudrais commencer par poser une question à Lauriane. Est-ce que tu peux nous parler justement, toi, de ton expérience personnelle sur les réseaux sociaux et puis ensuite, si tu peux enchaîner sur la campagne que tu as menée sur la santé numérique auprès des étudiants de l'Université de Genève et puis comment ça s'est passé cette campagne et quels ont été les retours que tu as eus? Oui, oui, avec plaisir. Alors, je vais commencer par mon expérience en lien avec les réseaux sociaux en tant qu'étudiante, donc au travers de mes études. Et déjà, mon rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'il a énormément changé avec l'évolution des réseaux sociaux ces dernières années. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, on était sur Facebook, qui était vraiment considéré comme un réseau social où on était principalement avec nos amis, voilà, nos connaissances, nos familles. Et on partageait un cercle restreint. Et pour moi, c'était vraiment dans ce cas-là un réseau social qui nous permettait de continuer notre journée avec nos amis, par exemple à l'école, en cours. On rentrait chez nous et puis on pouvait continuer de communiquer avec eux. Et ensuite, on a eu l'arrivée d'Instagram, donc qui était un peu dans la continuité de Facebook. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ces dernières années, avec l'arrivée de TikTok, alors que moi je n'ai pas, mais que tous les réseaux sociaux se sont modifiés et puis on sont passés de réseaux qui nous permettaient de socialiser, selon moi, à des réseaux plus de divertissement ou d'information. Donc c'est vrai que moi, là, ces dernières années, pendant mes études, j'utilisais principalement Instagram comme un réseau de divertissement, plus que pour garder des liens avec mes amis. Alors c'est le cas bien sûr quand on voit des amis qui partent en voyage et puis ça nous permet de les suivre, mais j'ai l'impression que c'est pas l'utilisation principale qu'on peut faire en tout cas de ces réseaux-là qui ont quand même énormément évolué, comme je le disais, ces dernières années. Et mais tu parlais tout à l'heure d'utilisation problématique. Et alors effectivement, il y a plein de choses, comme tu l'as dit, qui peuvent mener à cette utilisation un peu plus problématique par rapport à différents aspects de la vie. Mais je pense qu'on peut très vite tomber là-dedans, justement dans le sens où on utilise les réseaux sociaux pour se divertir, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était plus cadré. Par exemple, on allait rentrer après une journée de travail et puis décider de regarder un film. Donc ça nous prenait 2 heures, on avait 2 heures de temps qui étaient fixées pour le divertissement. Et aujourd'hui, on peut très bien se dire, je fais une petite pause après une grande journée de révision, par exemple, en période d'examen. Et puis 1 heure de divertissement devient 2 heures, devient 3 heures. Et très vite, en fait, on peut tomber dans cette utilisation un peu excessive des réseaux sociaux qui peut ensuite impacter le sommeil. Et moi, c'était par exemple le cas en période d'examen, période beaucoup plus stressante. On n'a pas envie de donner du temps pour des relations sociales réelles. On se dit que non, on n'a pas le temps d'aller boire un café avec des amis, on n'a pas le temps d'aller faire du sport, mais par contre, on a le temps de scroller pendant une demi-heure, mais cette demi-heure devient vite 1 heure, 2 heures, et en fait, on aurait peut-être mieux fait de socialiser vraiment avec nos amis à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu pour mon utilisation des réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle évoluait énormément, voilà, comme je le disais, pendant les périodes où j'étais plus stressée. Et donc voilà un peu. Et je pense que les étudiants et étudiantes sont une population qui peut particulièrement être touchée par le fait de passer beaucoup plus de temps sur ces réseaux, parce que contrairement à des apprentis ou des gens qui seraient en emploi, on n'a pas d'horaire défini dans nos journées. C'est nous nos horaires sont très flexibles. On peut avoir des journées sans cours et en fait on doit gérer notre temps en fonction de nos révisions, en fonction de ce qu'on a à faire. Et je pense que là, les réseaux sociaux peuvent devenir problématiques parce qu'on peut passer justement 2-3 heures dessus, ce qui décale en fait toutes nos obligations qu'on a en tant qu'étudiant et qui sont parfois dures un peu à gérer.
Du coup, dans le cadre de mon travail au service santé des étudiants, c'était un sujet qui était intéressant parce qu'on met en place des campagnes directement à destination des étudiants et des étudiantes. Et du coup, c'était vraiment une problématique qui touche tout le monde, mais peut principalement les impacter eux. Et du coup, on a décidé de mettre une campagne en place sur le campus de l'université. On a quand même mobilisé les réseaux sociaux dans le cadre de cette campagne, mais à titre informatif, voilà, parce que notre but, c'était pas de culpabiliser les étudiants et les étudiantes, mais c'était plus de leur donner des pistes sur des manières d'aborder les réseaux sociaux un peu différentes et aussi leur donner des alternatives en fait aux réseaux sociaux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, des fois on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire autre chose, et là l'idée c'était de leur montrer, oui, vous avez le temps de potentiellement faire autre chose et ça peut être quelque chose qui vous ferait du bien. Donc notre campagne, elle se déroulait en ligne et aussi sur le campus. Donc pour ce qui était des contenus en ligne, on a commencé par un micro-trottoir où on allait à la rencontre des étudiants et des étudiantes de l'université et ça nous a permis d'avoir un peu d'évaluer leur rapport à eux aux réseaux sociaux. Alors on leur posait une question tu parlais du temps d'écran, donc c'est pas forcément représentatif d'un usage problématique, mais on commençait par lancer le débat sur s'ils étaient d'accord de nous partager leur temps d'écran, et les réactions étaient assez drôles parce que certains alors étaient d'accord, mais la plupart quand même étaient plutôt réticents à partager ce temps parce que je pense qu'on a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. C'est un sujet qui est encore assez tabou. Et pourtant, en voyant et en comparant les temps d'écran des différentes personnes qu'on avait rencontrées, on se rendait compte qu'on était tous à peu près au même temps d'écran. Donc ça, c'était notre début de campagne sur les réseaux. Et ensuite, on a interviewé des spécialistes, dont Niels par exemple. Et puis, on retransmettait leurs interviews sur nos réseaux. Et on partageait aussi des conseils, des alternatives aux réseaux sociaux. Et après, on a aussi organisé du coup une partie de la campagne quand même qui était sur le campus de l'université. Donc ça a duré une semaine. On avait un atelier de déconnexion qui a été proposé aux étudiants et aux étudiantes. On avait organisé une zone sans téléphone dans une des cafétérias de l'université. Et puis les personnes qui s'y rendaient pouvaient trouver des petites phrases, des questions, des fun facts qui leur permettaient de lancer la discussion et puis d'évaluer, eux, leur rapport, leur utilisation des réseaux, ce qu'ils en faisaient. Et on a aussi fait une journée entière sur le campus où les personnes qui venaient avaient la possibilité de tester des activités sportives. Donc ça, c'était dans l'idée de leur proposer des alternatives. Et on avait aussi un stand de sensibilisation qui nous permettait de nouveau de lancer le débat, ce qui, selon nous, était quand même le plus intéressant, et c'était ce qui était ressorti du micro-trottoir. Ce qui est important, c'est de lancer le débat au sujet des réseaux sociaux pour voir qu'en fait, ça nous concerne toutes et tous, et puis que c'est en parlant qu'on peut se partager aussi des astuces. Comment toi, tu as fait pour réduire un peu ton temps. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise avec ton temps d'écran? Parce que certains avaient le même temps d'écran et puis ça les dérangeait, alors que d'autres se sentaient totalement à l'aise avec ça. Mais c'était important de lancer le dialogue. Et donc moi, ce que je retire de cette campagne et ce qui me semble avoir été le plus important et ce qui a le plus touché en tout cas les étudiants et les étudiantes qui sont venus, c'est, comme je disais, le fait d'en parler, de déculpabiliser ce rapport aux réseaux sociaux, de ne pas en faire un sujet tabou, mais d'en faire un sujet qui concerne tout le monde. C'est important d'en parler comme on le fait ce soir. Et un point qui est ressorti très, très important, et qui est lié au fait d'en parler, c'est juste d'être conscient quand on utilise nos réseaux. Juste savoir pourquoi on se connecte à Instagram. Moi, j'avais tendance à me connecter de manière presque automatique en sortant des cours. Et le fait d'en parler permettait aussi de se rendre compte un peu de ce rapport et puis de potentiellement trouver des pistes pour se sentir mieux avec notre propre utilisation des réseaux. Ouais, c'est en conscientisant qu'on peut ensuite décider est-ce qu'on est OK avec ça ou pas, est-ce qu'on a envie de faire des changements. Ouais. Exactement. Merci et bravo pour cette campagne. On peut regarder un petit peu les réponses à la question sur les émotions. Alors beaucoup d'émotions un peu difficiles, addiction, angoisse, stress, mais agacement, lassitude, détresse, mais aussi des choses un peu positives, rire, divertissement, stimulant. Beaucoup de choses un peu difficiles, anxiété, vide, fatigue, colère. On s'est à se demander pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser les réseaux sociaux. On peut passer à la question suivante des réseaux sociaux. D'après vous, quel pourcentage des jeunes mentionnent les réseaux sociaux en tant que source de stress dans leur vie? Alors, je serais curieuse de voir quelle serait votre estimation. Donc, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup des effets négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes, mais les jeunes eux-mêmes, ils en pensent quoi? Combien sont-ils à trouver que c'est une source de stress dans leur vie? On va laisser encore quelques personnes répondre. En attendant, je vous donne une autre statistique.
Donc ça, c'est des résultats d'une étude qui a été menée par Pro Juventute en 2024, qui dit que... je ne vais pas vous donner cette statistique parce que c'est trop aiguillant pour cette question-là. Ok, donc on voit que on a une jolie distribution, une courbe à peu près normale comme on s'y attendrait, autour de 50 environ, je dirais que la moyenne. Donc voilà, à peu près, je dirais en moyenne, on dit un jeune sur deux qui mentionnerait des sources de stress dans sa vie. On peut afficher la bonne réponse, qui est qu'en fait, seuls 15% des jeunes mentionnent les réseaux sociaux en tant que source de stress dans leur vie. Donc on voit que c'est quand même une minorité des jeunes qui considèrent que c'est une source de stress dans leur vie. Et puis en fait, il y a 52% des jeunes qui considèrent qu'ils ne sont jamais stressés par les réseaux sociaux. Donc plus d'un jeune sur deux qui considère vraiment que c'est pas ça l'enjeu en fait. Et maintenant, j'aurais une question pour Mariana. D'après tes travaux et tes échanges que tu as eus avec les jeunes dans le cadre de ta recherche, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce qu'eux, ils en pensent de ces réseaux sociaux, comment ils se situent eux-mêmes par rapport à leurs pratiques en ligne? Alors, en fait, l'utilisation des réseaux sociaux, elle s'imbrique vraiment dans leur vie relationnelle. Donc, en fait, ils passent énormément de temps en ligne parce qu'en fait, ils passent aussi beaucoup de temps justement à être en lien. Mais en fait, être en lien, ça peut se faire de différentes manières. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, en fait, c'est de voir que, il y a les amis proches, il y a les amis qu'on rencontre à l'école ou au quartier. Et évidemment, on ne va pas partager avec tout le monde la même chose. Donc, en fait, ce qui se passe en présence, donc ce qu'on va dire à sa meilleure amie ou à son groupe de 3 copines proches, en fait, on ne va pas le partager à toute la classe. En ligne, c'est la même chose. Et c'était vraiment de voir cette continuité où finalement les liens, ils sont organisés, hiérarchisés aussi en ligne et que les plateformes, elles sont aussi utilisées pour des usages très spécifiques. Par exemple, alors moi, les jeunes que j'ai rencontrés, donc c'était à Genève et au Tessin. Donc en fait, il y avait à peu près 80 jeunes de 14 à 25 ans. Donc c'était assez large. Mais l'idée, c'était vraiment de passer du temps avec ces jeunes-là pour qu'ils nous expliquent en fait qu'est-ce qu'ils font sur leur smartphone, quelles sont les plateformes qu'ils apprécient, mais aussi un peu de passer du temps avec eux en dehors de ça pour essayer de contextualiser aussi un peu ces usages. Parce que souvent, on a tendance un petit peu à opposer, à dire la vraie vie, les vrais liens, les vraies activités. Et en fait, ce que moi j'ai observé, c'est que finalement, il n'y a pas cette distinction de façon aussi claire que ça. Ça veut dire que les vrais liens, en fait, c'est ceux qu'on entretient dans cette continuité. Et finalement, les jeunes parlent beaucoup en ligne avec des liens qu'ils investissent aussi en présence. Pas tous. Il y en a certains qui entretiennent surtout des liens en ligne, mais ce n'est pas les jeunes que j'ai rencontrés. Donc, moi, j'ai beaucoup questionné sur des pratiques ordinaires et quotidiennes. Souvent, on a tendance à parler de ces pratiques-là sous l'angle du problème, des usages problématiques. Et très peu des usages un peu quotidiens et puis ceux qui sont un peu plus moins problématiques. Et en fait, c'est intéressant parce que même les jeunes, quand on les questionne sur qu'est-ce qu'ils font, ils ont l'impression que c'est pas intéressant parce que il faudrait dire un truc choc quoi. En fait, juste dire je suis sur Snap et puis de temps en temps je poste quelque chose, ce serait pas assez intéressant. Il faudrait dire qu'il y a un gros problème derrière. Et du coup, c'est juste d'en parler de façon un peu plus descriptive et puis peut-être un peu plus factuelle, de dire aujourd'hui on entretient beaucoup les liens aussi en ligne, mais pas seulement les ados, les liens familiaux, amicaux, ça passe dans cette continuité. Et puis ça c'était une chose qui était importante en fait dans cette recherche, c'était de dire que fait de pas opposer aussi fort ce qui se passe en ligne avec le quotidien et de prendre en compte les contextes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se rendent compte de passer trop de temps en ligne et malheureusement, ils n'ont pas forcément tous les mêmes ressources pour avoir des alternatives. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui disent en fait, je me rends compte que je suis trop sur mon téléphone, mais en même temps, si je le pose, je ne sais pas quoi faire. Et on comprend bien, c'est pas n'importe quel jeune qui explique ça, c'est des jeunes qui, finalement, ont beaucoup de temps libre. Et on sent que derrière, il y a aussi une volonté de faire différemment, mais que c'est compliqué. Je trouve dans ces discussions-là, ce qui est compliqué, c'est de trouver aussi la barrière la limite entre des usages quotidiens et ordinaires, finalement, qu'on a tous et toutes,
avec ce qu'on peut considérer comme problématique. Et je pense que c'est super important de questionner les personnes elles-mêmes, parce que c'est très subjectif. Comment tu te sens justement avec tes utilisations, parce que pour certains, 1 heure, c'est déjà trop, alors que pour d'autres, 3 heures, c'est normal. Donc il faudrait évaluer à quel point on se sent bien avec ça ou pas. Je pense que voilà. Ouais, ce qui revient à conscientiser en fait nos usages et puis à juste être OK avec ce qu'on fait. Ouais, merci. Et d'ailleurs, cette idée de la continuité entre le hors-ligne et le hors-ligne, voilà, on est tous forcément en ligne et hors ligne. Et puis, pour la petite anecdote, ce soir, on a communiqué à la fois en ligne et hors ligne. Alors, on vous a tous demandé, quand vous êtes inscrits, comment vous avez entendu parler de ce talk. Et je crois qu'aujourd'hui, on avait 134 inscrits. Sur les 134 inscrits, il y a 9 personnes qui ont entendu parler de ce talk à travers un flyer donc hors digital. Donc, on voit que le digital, il est vraiment dans nos vies, à nous tous. On peut passer à la question suivante du Mentimeter et je vais vous demander justement de conscientiser un petit peu chacun et chacune vos rapports aux réseaux sociaux. Alors sur une échelle de totalement prisonnier ou prisonnière à totalement libre, à quel point vous sentez-vous libre dans vos rapports aux réseaux sociaux ? On voit qu'on a une moyenne autour du 7, 7,5. Mais on a quand même quelques réponses qui se situent plutôt près du 1, 2, plutôt, je dirais 3, 4 peut-être. Ça, on continue de répondre. Peut-être déjà dire que l'addiction, c'est un diagnostic médical, ça nécessite une évaluation clinique. Et à ce jour, en fait, la seule addiction numérique qui est reconnue par l'OMS, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Donc l'addiction aux réseaux sociaux, c'est pas une addiction qui est reconnue par l'OMS. Et là, je me tourne vers Niels pour la question suivante. Peut-être ces réponses des personnes qui sont un petit peu du côté en dessous de 5, est-ce qu'on peut parler d'addiction selon toi, ou est-ce qu'il faut d'autres mots pour décrire ce lien et puis, d'après ta pratique et ton regard clinique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'addiction aux réseaux sociaux ? Est-ce que les jeunes sont tous addicts ? Non. Alors, effectivement, ce qu'il faut peut-être commencer par expliquer, c'est que le mot addiction, c'est un mot qui est rentré dans le langage courant, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on est addict à tout, on est dans une société qui est addictogène, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui fonctionne pour qu'on soit addict. On dit qu'on est addict à une série, qu'on est addict à un bouquin, qu'on est accro au sport, etc. Donc en fait, tout est devenu addiction. Si vous regardez des émissions de télévision, par exemple, ça existe encore. Si vous regardez ces émissions et qu'on interviewe, par exemple, un auteur de livre qui dit « Alors pour moi, écrire un livre, c'est comme une addiction ». Ou quand on invite des scientifiques ou des médecins pour expliquer à des enfants « Alors c'est quoi l'amour ?» Souvent, ces scientifiques vont dire « Alors l'amour, c'est un peu comme être addict ». Et du coup, être addict, une addiction, c'est devenu le référentiel. C'est comme si les enfants comprenaient plus facilement ce que c'est être addict que être amoureux. Et en fait, le problème là derrière, et ça se reflète très bien dans le sondage qu'on a vu tout à l'heure, c'est que on a ce mot, c'est le mot qui sort le plus. Alors qu'en réalité, une addiction, c'est un diagnostic médical et qu'il n'y a pas d'addiction aux réseaux sociaux. Personne, ni les jeunes, ni les adultes, ne sont addicts aux réseaux sociaux, ni au téléphone, et aux jeux vidéo. Tu l'as mentionné, c'est le seul diagnostic qui existe, mais même là, il y a des critères très précis, et c'est pas le nombre d'heures passées devant un jeu qui définit si on est addict ou pas. Mais alors pourquoi ce mot addiction apparaît autant de fois, et c'est pas que dans cette salle, c'est tout le temps, tous les jours, dans les médias, vraiment au niveau politique, on est comme des moustiques autour d'une lampe allumée, on tourne autour de cette addiction, parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est des gens qui ont des difficultés des fois à sortir de l'utilisation des réseaux ou des écrans de manière générale, et on calque ça sur le modèle de l'addiction. Mais en réalité, c'est pas de l'addiction. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment, il faut qu'on se sorte de ce champ lexical de l'addiction, parce que généralement, c'est un champ lexical qui s'accompagne non seulement avec de la culpabilité, mais aussi avec de l'autre côté une forme de déresponsabilisation, de se dire on peut rien faire parce que voyez, il est addict, on peut pas lui enlever son téléphone, et ça on a l'impression qu'on peut plus rien faire. Alors au contraire, l'idée c'est de voir comment on peut se réapproprier ces utilisations-là pour se rendre compte que quand il y a une utilisation qui pose problème, c'est pas parce qu'on se met à utiliser les réseaux sociaux qu'au bout d'un moment on deviendrait accro. C'est si on les utilise d'une manière détournée, c'est-à-dire une manière
pour fuir un conflit ou fuir des émotions négatives, un stress à l'uni par exemple, ben, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'évitement. Et si cette stratégie d'évitement, elle fonctionne très bien sur le court terme, parce qu'elle permet de mettre à distance les émotions négatives et envahissantes, c'est pas une stratégie qui fonctionne bien sur le long terme, parce que le lendemain, l'examen à l'uni, il est toujours là. Donc, c'est une stratégie d'évitement. Donc, si on le conscientise, comme tu l'as dit tout à l'heure, si on le conscientise, on sait qu'on utilise cette stratégie d'évitement, puis à certains moments, on peut s'en servir, et c'est très bien, puis à d'autres moments, en fait, c'est symptomatique de quelque chose d'autre qui est plus problématique. C'est pas juste... t'as qu'à arrêter les réseaux sociaux. C'est si on se retrouve à entre guillemets, ne plus avoir le sentiment de ne plus pouvoir arrêter, c'est probablement derrière qu'il y a quelque chose de plus profond, et souvent c'est plus de l'ordre de l'angoisse que de l'addiction. C'est-à-dire que dans les classifications des pathologies psychiatriques, l'angoisse, c'est pas la même chose qu'une addiction. Donc en réalité, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés beaucoup pour traiter une angoisse, pour mettre à distance une angoisse. Donc il y a une partie de catégorisation qu'il faut pouvoir définir de cette manière-là. Et l'autre partie qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent. C'est-à-dire comment est-ce que les algorithmes participent aussi au fait que c'est difficile de sortir de cette utilisation-là. Et tu mentionnais tout à l'heure le fait que les réseaux sociaux ont changé, qu'on est passé d'un Facebook où les publications sont dans l'ordre chronologique et uniquement des comptes auxquels on est abonné, un modèle qui maintenant se retrouve sur toutes les plateformes, qui est effectivement le modèle inspiré de TikTok, dans lequel en réalité c'est plus les comptes auxquels on est abonné qu'on voit, c'est les recommandations. Et ça, typiquement, c'est l'autre versant du problème, c'est comment aujourd'hui on doit absolument réguler les plateformes numériques pour ne plus laisser libre cours à ces algorithmes de recommandation qui ne sont pas du tout là pour aller dans notre intérêt et nous proposer du contenu qui nous intéresse et éventuellement qui nous fait du bien, mais qui nous propose du contenu qui capte notre attention. Les algorithmes arrivent hyper bien à nous prédire, ce qui est des fois un peu particulier comme pensée, de se dire qu'un programme informatique arrive à prédire ce qui va capter notre attention en provoquant des émotions qui sont très fortes, et souvent des émotions qui sont plutôt négatives. Parce qu'on sait que les contenus, dans n'importe quel type de média, les contenus qui font peur, qui choquent, qui énervent, sont des contenus qui marchent beaucoup mieux, qui engagent beaucoup plus que les contenus positifs ou qui nous font du bien. Donc on doit, aujourd'hui, quand on traite cette question des réseaux sociaux, on doit justement prendre beaucoup de recul par rapport à cette idée d'addiction. Déjà, on doit sortir de ce langage-là, mais on doit comprendre ce qui est en train de se passer au niveau micro-économie, enfin modèle économique sur les plateformes, et de l'autre côté, sur qu'est-ce que ça dit de l'état de la santé mentale aujourd'hui de notre société. Tu le mentionnais tout à l'heure, on voit une dégradation de la santé mentale, mais il faut préciser aussi que ce n'est pas que chez les jeunes, justement. C'est globalement. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective cette évolution des réseaux sociaux et le fonctionnement de notre société. Pendant le confinement, tout le monde, il y a eu un mouvement migratoire d'Instagram sur TikTok, par exemple. Enfin, il y a plein de gens qui sont arrivés sur Instagram. Donc, on a vu les jeunes qui ont fui sur TikTok. Puis ensuite, on a eu des trentenaires qui sont allés sur TikTok. On a eu les ados qui ont commencé à dire « Qu'est-ce que vous faites là? C'est chez nous !» Donc, en fait, on a vu que tout d'un coup, ces réseaux sociaux ont pris plus de place. Mais ce qui a aussi changé, c'est une prise de conscience beaucoup plus acceptée, moins tabou, comme c'était dit tout à l'heure aussi, de la santé mentale et de l'importance de la santé mentale. Donc forcément, aujourd'hui, on a une société qui dysfonctionne sur le plan de la santé mentale, sur l'ensemble de la société, et les réseaux sociaux abusent de cette fragilité-là avec leur modèle économique. Donc on pourrait agir sur ces modèles économiques et de l'autre côté, mettre des moyens pour répondre aux problèmes de santé mentale. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se cantonne à dire « Oh, c'est la faute des réseaux sociaux, puis il faut interdire les réseaux sociaux aux mineurs ». Donc en fait, on ne répond à aucune de ces problèmes-là. On pointe en fait la pointe de l'iceberg au lieu de chercher ce qu'il y a vraiment en dessous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Et on aura l'occasion d'échanger aussi sur la responsabilité derrière tout ça dans la suite de ce talk. Mais bon, on a beaucoup parlé de liens aussi, est-ce que les réseaux sociaux nous permettent de rester en lien? Donc, je vous propose de passer à la question suivante qui porte justement sur cet aspect-là. Donc, selon vous, est-ce que les réseaux sociaux, ils nous rapprochent ou ils nous éloignent les uns des autres?
Et puis, pendant que tout le monde répond, quelques statistiques aussi par rapport au lien social et à la solitude. À Genève, on observe une solitude importante chez les jeunes. En fait, ça peut paraître surprenant, mais il y a presque 68% des 15 à 34 ans qui déclarent se sentir parfois très souvent seuls. Donc, c'est vraiment, c'est la majorité en fait des jeunes. Et c'est pas un phénomène local, de nouveau, c'est partout dans le monde. Et ça peut paraître assez paradoxal parce qu'on se dit c'est la génération de la connexion et en même temps, ils se sentent très seuls. Alors, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? De nouveau, on peut poser la question. Ou est-ce qu'au contraire, les réseaux sociaux, ils sont justement là pour permettre de combler peut-être un manque dans la vie réelle? Alors évidemment, la réponse elle est plus nuancée que ça. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour moduler ce lien en fait, entre usage des réseaux sociaux et sentiment de solitude. Et alors, très sincèrement, on peine à trouver un consensus dans la littérature scientifique. Donc, de nouveau, je n'ai pas une réponse très claire. C'est clairement encore un chantier de la recherche. Mais ce qui semble se dégager, c'est que le sentiment de solitude qui dépend de l'usage des réseaux sociaux, il dépend en fait de comment on utilise les réseaux sociaux. De nouveau, ce n'est pas le temps passé, mais c'est ce qu'on y fait. Et en fait, le fait de passer du temps passivement sur les réseaux sociaux, il semble que ça augmente le sentiment de solitude. Alors que si on est actif sur les réseaux sociaux et qu'on poste des contenus, ça peut diminuer le sentiment de solitude. Ça, c'est le résultat d'une étude longitudinale de 9 ans sur un grand échantillon qui a à ce jour la plus solide, en tout cas, qu'on a trouvé. Ce que la recherche montre aussi, c'est qu'il semble y avoir une relation bidirectionnelle entre l'usage des réseaux sociaux et le sentiment de solitude, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les personnes qui se sentent déjà plus isolées socialement à la base qui vont avoir tendance à plus utiliser les réseaux sociaux, une sorte de mécanisme compensatoire. Et quand les personnes-là qui se sentent seules vont sur les réseaux sociaux, puis elles ne trouvent pas ce qu'elles y cherchent, en fait, elles ne retrouvent pas ce lien qui leur manque, alors ça renforce encore plus leur sentiment de solitude et d'où cette relation bidirectionnelle. Donc c'est de nouveau un peu les mêmes mécanismes que pour l'usage problématique. En fait, ce n'est pas le réseau social en soi qui cause le sentiment de solitude, mais il peut devenir un miroir qui amplifie un sentiment qui était préexistant. Donc ce n'est pas la technologie elle-même, de nouveau, c'est la qualité du lien qui est vraiment en cause. C'est le lien qu'on cherche et puis qu'on peut y trouver ou qu'on peut ne pas y trouver. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans vos réponses? Ici, voilà, ça dépend, ou les deux, mais il y a quand même quelques personnes qui pensent que ça nous rapproche ou au contraire que ça nous éloigne. Et il y a des personnes qui ne se mouillent pas, ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai une question peut-être pour un peu vous toutes, tous. Donc, on voit que la solitude et puis la qualité du lien sont vraiment au cœur de la question en fait, de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale, plus que les réseaux eux-mêmes. Donc, d'après vos expériences, vos travaux respectifs, comment est-ce qu'on peut créer des liens de qualité dans un monde où la socialisation elle est devenue clairement hybride, tu l'as beaucoup souligné, Mariana. Est-ce qu'il y a des conditions à la fois individuelles, des situations personnelles ou alors au contraire des conditions collectives qui vont venir faciliter ou au contraire entraver le maintien de nos liens sociaux de qualité? Vaste question. Je pense que ce qu'il faut commencer par faire, c'est... Alors, on a dit la thématique de ce soir, c'est les jeunes. Alors, focalisons-nous déjà sur les jeunes. C'est déjà de voir comment on permet aux jeunes de se réapproprier l'espace extérieur. C'est de voir comment on autorise les jeunes, et avant ça, les enfants aussi, à occuper un espace qui leur est destiné. Je pense notamment aux places de jeu, par exemple, où on sait qu'il y a des villes dans lesquelles il manque des places de jeu, des espaces de jeu. Et quand je pense donc moi je viens de Lausanne, il y a des places de jeu sur lesquelles c'est écrit « Il est interdit que les enfants jouent sans la surveillance des parents ». Et c'est une place de jeu. Ça devrait être l'endroit par excellence où les enfants ont le droit de sortir. Donc en réalité, ce qu'on observe, moi je pense qu'il est toujours important de rappeler, c'est que les écrans n'entrent jamais dans la vie des enfants pour répondre à un besoin des enfants, mais toujours d'abord pour répondre à un besoin des parents. C'est les parents qui ont besoin d'être rassurés, de rester en lien, de dire en fait, ok, il est tout le temps sur son téléphone ou son jeu vidéo, mais finalement il n'est pas dehors, donc au moins on sait où il est, avec qui, ce qu'il fait, etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'on ne sait pas ce qui est fait pendant ce temps sur l'écran. Mais en réalité, il y a un rôle protecteur des écrans
qui garde à l'intérieur, qui protège de risques éventuels qu'on observerait à l'extérieur. Donc pour commencer justement à se dire, en fait, comment on s'assure que le numérique n'est pas le seul moyen d'être en relation, c'est aussi en permettant la sociabilisation adolescente et jeune, en autorisant justement les jeunes à occuper l'espace extérieur et à ne pas paniquer dès qu'il y a un groupe de jeunes qui se regroupe à l'extérieur, et justement en laissant les jeunes sortir, les enfants sortir, développer des ressources aussi, et ne pas compter. Quelqu'un a dit tout à l'heure, le téléphone il sert à appeler maman. Alors déjà, on voit, c'est toujours intéressant de voir que c'est maman qui est vue comme la ressource et pas le deuxième parent. Mais aussi, justement, le téléphone devient à ce moment-là le moyen de se rassurer. Et que les réseaux sociaux participent à ça aussi, avec aussi tous les phénomènes de géolocalisation qu'on peut observer aujourd'hui, où, en fait, plutôt que de se dire « Ah, mais s'il y a un problème, on peut appeler maman ou papa », c'est aussi de se dire « Si j'ai un problème, quelles ressources je peux développer ?» Mais pour ça, il faut qu'on autorise les jeunes, les enfants puis les jeunes à s'approprier l'espace extérieur. Oui, j'y vais. En fait, ce que tu répondais justement, ça me faisait penser que du coup, j'ai travaillé pour une recherche justement, on s'intéressait à l'appropriation des espaces urbains et numériques par les jeunes en Suisse. Et ce qui était intéressant, c'était que en fait, j'ai vu que les ados étaient très preneurs de participer à la recherche quand j'arrivais avec l'introduction en disant les adultes, vous trouvez pas qu'ils trouvent que les ados sont toujours soit trop dehors, soit trop connectés. Et en fait, il n'y a jamais rien qui va. Et c'est vrai que et en fait, ça parle beaucoup de dire oui, c'est ça. Et l'autre jour, quelqu'un m'a dit mais avant, au moins, maintenant les ados sont tout le temps sur leur téléphone dans le bus. Au moins, avant, ils faisaient du bruit. Sauf qu'avant, quand ils faisaient du bruit, justement, c'était un problème aussi. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la façon dont on perçoit le lien social aujourd'hui, qui est peut-être un tout petit peu biaisé. En tout cas, pour ma part, c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que les liens s'affaiblissent. Moi, dans les discours des ados que j'ai rencontrés, j'ai pas le sentiment que les liens ne sont pas importants, que les ados se rencontrent aussi en présence et que justement, c'est des liens qui sont à la fois entretenus en ligne et hors ligne. Et je pense que c'est vrai que, par exemple, parfois, on peut voir des ados côte à côte en train de... chacun sur son téléphone, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Puis finalement, eux, ils apprécient ce moment passé ensemble. De temps en temps, peut-être qu'ils se montrent des contenus. Et c'est plutôt que d'évaluer si le lien est de qualité depuis notre regard extérieur, c'est de questionner, est-ce que tu passes un bon moment avec ton ami là, maintenant ? Et c'est vrai que ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de projections de la part des adultes aujourd'hui, peut-être aussi de certains ados, mais de dire aujourd'hui on ne sait plus être en lien, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons aussi avec la jeunesse qu'on a eue, et parce qu'on compare toujours comment nous on était quand on était ado, et puis voilà, il y a un peu une idéalisation aussi de ce que c'était, en disant justement avant on pouvait juste rester dehors, on n'avait besoin de rien. Et je pense que ça contribue aussi au fait de ne pas saisir la façon dont le numérique transforme les liens. Donc c'est sûr que c'est plus la même chose, il y a une transformation à comprendre, et pour ça on a besoin de sortir du débat pour ou contre, mais plutôt de comprendre qu'est-ce que ça apporte en fait aux ados. C'est tout bête, mais par exemple, envoyer un mème, donc un contenu humoristique à quelqu'un dont on est proche, ça peut faire beaucoup de bien. Voilà, ça c'est un détail parmi plein d'autres choses, et c'est justement amener de la complexité aussi dans ces questions-là pour pas tout regrouper comme des gros blocs et puis avoir l'impression du coup que le lien ne se fait pas. Merci. Tu veux réagir? Non, c'est tout bon. Super, la qualité du lien, je suis sûre que vous aurez aussi plein de choses à dire là-dessus dans la suite. On passe peut-être à la dernière question du Mentimeter. On va dézoomer un petit peu et se demander en fait à qui revient ou devrait revenir la responsabilité de protéger les jeunes des effets négatifs des réseaux sociaux. Donc, on a parlé des effets négatifs qui existent, on n'est pas là non plus pour les nier ou angéliser les réseaux sociaux, mais qui finalement est responsable pour pallier à cela. Et donc, dans les options possibles, on a les parents, les éducateurs, ou alors les jeunes eux-mêmes, les plateformes, État et législateurs, l'école ou autres. Et donc, on voit une majorité de personnes qui pensent que les parents sont responsables. Et quand même une partie des personnes qui pensent que les États et les plateformes sont responsables.
Donc c'est assez révélateur hein, d'un débat qui traverse un peu toutes les sociétés en ce moment. Finalement, à qui est-ce qu'il appartient ce problème? Qui est responsable de le résoudre? Et c'est vrai que pendant longtemps, la réponse dominante, ça a été les familles, et puis ça se voit encore aujourd'hui. Voilà, il faut gérer le temps d'écran, il faut mettre un contrôle parental, etc. Cette réponse, enfin, on trouve qu'elle a quand même certaines limites parce que elle fait reposer toute la responsabilité sur les individus. Et donc tout le poids d'un environnement qui est conçu délibérément pour capter l'attention, comme Niels l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc tout ça, on fait peser ce poids-là sur les individus qui font ce qu'ils peuvent en fait. Donc les algorithmes, il faut savoir qu'ils exploitent vraiment des mécanismes cérébraux de traitement de la récompense pour vraiment inciter les personnes à rester le plus longtemps possible en ligne. C'est vraiment c'est pas un accident de conception, hein, c'est un modèle économique de ces plateformes. Et face à ça, on en parle beaucoup, il y a plusieurs pays qui ont choisi la voie de l'interdiction. Donc on peut nommer l'Australie, la France, le Danemark, l'Espagne, l'Italie. Je crois que la semaine dernière, c'était le Royaume-Uni qui a annoncé sa limite d'âge. Et il y en a encore d'autres qui envisagent ou bien qui ont adopté ces limites d'âge ou ces interdictions. Mais est-ce que ça marche, ces interdictions? Alors la recherche, elle invite vraiment à la prudence. En fait, les preuves de l'efficacité de ces interdictions, elles sont très limitées. Et il y en a pas, à ma connaissance, sur les jeunes. En fait, il y a quelques études sur des adultes qui montrent des effets tout à fait limités, soit nuls, soit parfois même des effets négatifs, parce que du coup, on n'a plus accès à ce lien qu'on pouvait maintenir à travers ces plateformes. Et puis, sans vérification, si on ne vérifie pas effectivement l'âge et puis qu'on n'accompagne pas, si on n'offre pas un accompagnement éducatif à côté de ces interdictions, elles vont vraiment... il y a de bonnes chances que ces interdictions restent insuffisantes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'un seul levier ne suffira pas. Il ne va pas suffire de juste interdire et puis dire c'est bon, on n'a plus rien à faire. Les interventions les plus efficaces, c'est celles dans lesquelles il y a plusieurs leviers qui sont mobilisés, et c'est surtout celles dans lesquelles les jeunes sont partie prenante, en fait, qu'on construise aussi ces solutions. Parce que voilà, l'idée, c'est vraiment pas de concevoir pour eux, mais de concevoir avec eux. Et donc, une question pour vous maintenant. Quel levier collectif, structurel ou politique est-ce que vous voyez qui vous semble les plus urgents à mettre en œuvre, ou peut-être qui sont un peu sous-estimés, dont on ne parle pas, qui passent un peu sous le radar, qu'on pourrait mettre en œuvre? Moi, je pense que par rapport aux plateformes, en tout cas tout ce qui touche à la modération, parce que c'est vrai que parmi les jeunes que j'ai rencontrés, quasiment tous étaient tombés à un moment donné sur un contenu choquant qui n'était pas sollicité, parce que voilà, parfois sur Telegram ou sur TikTok ou autre. Et ce qui était frappant, c'était de dire que ce n'était pas des contenus sur lesquels ils tombent souvent. Par contre, c'est des contenus dont ils se souviennent. Parce que justement, ça laisse une trace. Donc, parfois, même une vidéo sur laquelle ils sont tombés 2 ans auparavant, il y a une mémoire par rapport à ça. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que voilà, ces contenus-là, souvent, ils sont modérés avec justement une indication en disant que c'est un contenu sensible. Sauf que ça marche pas du tout, parce que les ados disent eux-mêmes que quand ils voient ça, ça leur donne encore plus envie d'aller cliquer pour aller vérifier si effectivement c'était sensible ou pas. Ouais. Et c'était surprenant, parce que j'avais présenté cette capture en fait à un groupe d'ados en disant est-ce que ça vous arrive de voir ce contenu-là dans vos utilisations sur les réseaux? Et il y a une ado qui a dit oui, et ça me donne trop envie d'appuyer. Même là, je sais que c'est une photo, mais ça me donne envie d'appuyer. Et en fait, voilà, on voit qu'il y a des modérations qui sont pas du tout, qui fonctionnent pas, et que ça laisse des effets quand même assez forts chez les ados. Ce qui est compliqué, c'est que, en fait, comme j'expliquais, les réseaux sociaux sont utilisés par les ados pour l'entretien du lien. C'est compliqué de demander aux parents, parce que quand c'est des ados, c'est aussi des espaces que les ados ont envie de garder un peu privés, parce qu'il y a des échanges intimes entre amis, enfin intimes au sens privé. Et du coup, c'est compliqué pour un parent d'ado de surveiller, parce que quelque part... c'est peut-être une bonne chose si on ne va pas regarder. En même temps, on ne peut pas non plus... Enfin, c'est compliqué pour un parent d'un ado de faire ce travail-là. Par contre, les contenus qui doivent être sensibilisés, qui doivent être invisibilisés, il faut qu'ils soient un petit peu mieux... voilà. Qu'ils le soient vraiment. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Lauriane, tu veux...
Oui, et moi je pense que c'est vraiment cette question de nouveau d'en parler, en fait, de laisser ce choix et cette liberté aux jeunes, de savoir qu'ils sont dans un espace, que ce soit avec leurs parents, leurs enseignants à l'école par exemple, de pouvoir dire ce qu'ils ont vu et ce qui a pu justement les choquer. Parce que je pense que si on culpabilise ou bien on veut pas trop en parler, parce que sinon dès qu'ils en parlent, on leur dit qu'ils sont trop sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils peuvent se sentir jugés s'ils viennent en parler et que du coup ça leur empêche de parler de ce genre de contenu, alors qu'en soi on peut pas rendre impossible le fait qu'ils y soient exposés, mais par contre qu'on peut essayer de les aider en fait dans l'après. Voilà, ils ont vu ces contenus qui les ont choqués et qu'est-ce qu'on peut faire de ça avec eux. Ouais. Si je peux juste Bien sûr. quelque chose. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'était de voir que les personnes ressources mentionnées par les ados dans les situations où ils se retrouvent confrontés à un problème en ligne, que ce soit entre pairs, soit justement face à un contenu comme ça, justement les adultes ne sont pas les personnes ressources. Et ça, c'est justement comme t'expliquais, en fait, le fait de ne pas avoir un dialogue neutre, donc que ce soit pas seulement pour faire de la prévention ou alors pour dire ce qui est bien ou pas bien. Il y a un manque de dialogue qui fait que justement quand les ados se retrouvent face à des contenus problématiques, en fait, ils se retournent plutôt vers leurs amis qui sont pas toujours non plus outillés pour faire face à la situation. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi d'échange qui serait pas jugeant, parce qu'en effet, il y a la crainte de dire mais si je montre que je suis tombée là-dessus, on va juste me l'enlever. Et voilà, c'est un objet un peu à la fois c'est très chouette, à la fois c'est compliqué, donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi attentif à ça en tant qu'adulte, d'ouvrir des espaces de discussion sans porter des discours un peu trop binaires. Voilà. Ou moralisateurs. Voilà. Et peut-être que je peux ajouter aussi que ce qu'on peut faire comme moyen, c'est justement d'être à l'écoute de la santé mentale, mais de recadrer aussi qu'est-ce qui est de la santé mentale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tout qui est devenu santé mentale. Mais ça veut dire que quand on a vraiment des ados ou des jeunes qui se mettent à utiliser les réseaux sociaux ou les écrans de manière excessive, c'est que ça doit être compris comme étant le symptôme. Ça veut dire que ça doit être la porte vers ok, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va aller creuser ce que c'est, plutôt que justement rester sur, comme tu disais, t'as qu'à être moins sur ton téléphone, t'es trop, on va mettre un contrôle parental, ou on va limiter le nombre d'heures, mais plutôt de se dire, si on tombe sur des contenus qui m'ont pas plu, ou qu'à la fin d'une période de scroll, j'ai de la culpabilité ou de la honte, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'autre que je dois essayer de traiter. Et ça veut dire qu'on doit aujourd'hui donner plus de place à la santé mentale, laisser plus de moyens pour la santé mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend tous les jours que la santé mentale est importante, mais en réalité, on voit que tous les cabinets de psy sont débordés, que certains politiciens que je ne citerai pas souhaitent retirer la psychothérapie de la LAMAL. Enfin, il y a un double discours qui n'est pas du tout cohérent, puisqu'aujourd'hui, on est tous et toutes débordés de ce côté-là. Et on ne sait plus vraiment à qui adresser les gens. Et alors, du coup, les réseaux sociaux deviennent une réponse. C'est-à-dire que si on n'a pas de ressources, comme tu disais, les adultes ne sont pas perçus comme étant des personnes ressources, on ne sait plus à qui demander de l'aide. Et quand on demande de l'aide, on nous envoie bouler en disant « t'inquiète-moi sur les réseaux sociaux ». Finalement, on retourne sur les réseaux sociaux où, si on utilise correctement, on peut trouver des ressources. Mais l'algorithme, encore une fois, il n'est pas là pour fournir des ressources, il est là pour prolonger l'utilisation la plus longue. Et à côté de ça, c'est réfléchir aussi comment on peut proposer des modèles de régulation, puisque tous les pays que tu as nommés tout à l'heure ont posé des interdictions en disant bon, on fait quelque chose, donc on lance comme ça des effets d'annonce en disant on va interdire au moins de 15 ans, alors qu'on sait que d'une part c'est complètement irréaliste, c'est pas applicable, et de l'autre côté les effets sont pas observables, parce que les problèmes de santé mentale sont, comme tu l'as mentionné sont là avant les réseaux sociaux. Donc on enlève le réseau social, on règle pas le problème de santé mentale. Par contre, il y a un pays qui a fait quelque chose qui est intéressant et qui passe toujours un peu à la trappe, c'est les Pays-Bas, qui l'année passée ont fait voter une loi qui est de dire on oblige maintenant Meta à retirer l'algorithme de recommandation et on revient au modèle de Facebook à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est abonné, on voit que les contenus auxquels on est abonné, qu'on a choisi, et dans l'ordre où ils ont été publiés, pas le contenu qui va générer le plus d'attention. Les Pays-Bas ont voté cette loi, ça a été accepté. Donc Meta, ils ont dit, vous avez jusqu'à, je ne sais plus combien de délais ils ont donné, en disant, soit vous vous adaptez, vous retirez cet algorithme, soit vous payez l'amende. Je vous laisse évidemment deviner ce qu'a fait Meta, parce que l'amende, c'est peanuts. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être fait.
On pourrait poser des régulations en disant maintenant, ce modèle économique des réseaux sociaux, c'est un modèle qui n'est ni transparent, ni loyal, ni respectueux des utilisateurs et des utilisatrices, donc c'est un produit qu'on pourrait stopper. Et vu que souvent c'est l'angle de la santé mentale qui est utilisé, ben derrière ça, les industries comme Meta ont une batterie d'avocats et de spécialistes qui vont dire, ben, effectivement, il y a un lien de corrélation et pas de causalité, ce qui est vrai. C'est difficile de tirer un lien de causalité, mais ils vont se cacher derrière cet argument pour dire, ben, voyez, on ne peut pas prouver l'impact sur la santé mentale. Alors que sans aller jusque-là, il y a des choses qu'on pourrait faire en disant, en fait, c'est simplement que ce modèle économique ne nous convient pas. Donc on pourrait avoir des décisions politiques, des décisions sociales, donc avoir une politique de santé publique et de santé sociale, justement, qui prend en compte tous ces facteurs-là, qui identifie que quand il y en a quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux de manière excessive, c'est un symptôme de quelque chose qui dysfonctionne, mais à la place, on a justement des choses qui s'arrêtent un peu sur le pas de la porte. Et moi, ce que je regrette aussi souvent, c'est que quand on se retrouve face à des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux de manière excessive, justement, bah, plutôt que de dire « raconte-moi ce que tu fais », on dit « on va t'envoyer chez un addictologue ». Et on va t'envoyer chez le ou la spécialiste, et puis on est 3 en Suisse à avoir cette casquette-là. Donc du coup, ça crée une espèce de goulot d'étranglement où on perd de vue qu'en réalité, c'est un symptôme qu'on peut traiter comme n'importe quel autre symptôme. Il n'y a pas besoin de plus de spécialistes. Il y a besoin de généralistes qui ont intégré l'idée que raconte-moi ce que tu fais sur ton réseau social, c'est une manière d'accéder à qu'est-ce qui te pose problème. Merci beaucoup.